Bonsoir pour cette troisième et dernière table ronde avant l'intervention de François Asselin et d'Éric Lacourrège. Une table ronde un peu échamboulée puisqu'on devait recevoir Béatrice de La Valette qui est retenue pour une obligation impérative et c'est Othmane Nasrou, premier vice-président de la région Île-de-France qui nous rejoint. Donc une table ronde un peu déséquilibrée en parité, mais la voix de la région et de la présidente a été entendue tout à l'heure. On a eu Alexandra Dublanche et Othmane, je sais que vous serez, si vous me permettez, le fidèle héros de la parole de Béatrice de La Valette qui s'implique beaucoup dans le dialogue social en Île-de-France et qui a dû reporter les assises du dialogue social qu'elle fait tous les ans et à laquelle nous devions participer. On va rentrer les uns et les autres avec nos intervenants, Diego Melchior, Julien Bayou et Gaëtan Rudan. Est-ce que vous pensez les uns et les autres que la crise que nous venons de vivre va être un élément qui va permettre une évolution significative de la façon de travailler dans nos entreprises et la façon aussi peut-être d'avoir une relation au travail en Île-de-France. On voit bien que ce deuxième reconfinement ce reconfinement est difficile, il est parfois mal vécu. Est-ce que, Julien Bayou, vous pensez, vous avez un micro là, que nous sommes dans un moment de basculement d'une autre façon de travailler? Je sais que les Verts sont très sensibles aussi à cette autre façon de travailler. Ça se met en place automatiquement. Très bien. Merci Bernard vraiment pour l'invitation. Moi, je suis heureux qu'on puisse échanger. En plus, dans le strict respect des consignes sanitaires, je sais que c'est une contrainte très lourde, mais bravo de l'organiser néanmoins parce que en fait c'est dans ces moments-là finalement qu'il faut le plus échanger. C'est dans ces moments où on est percuté par la crise ou les crises qu'on doit échanger et trouver des solutions. D'abord, je crois qu'il faut tout simplement analyser la situation. Alors, si on en est à reconfiner, c'est aussi parce qu'on n'a pas pu anticiper, alors que cette vague était annoncée déjà par le Conseil scientifique. On voit que dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les facultés, il y a eu de très grosses difficultés. Il y en a encore, et notamment des blocages de lycées ou des professeurs qui se mettent en droit de retrait pour protéger leurs élèves. Et donc, ça dit que, eh bien, on a finalement privilégié. On a voulu privilégier l'économie sur la santé, et pour paraphraser Sir Churchill, on aura et des problèmes de santé et des problèmes économiques, parce que ce reconfinement, il peut s'avérer dramatique pour bon nombre d'organisations, d'entreprises, et en particulier en dehors de Paris. En Seine-et-Marne, c'est pas certain qu'il y ait des restaurants, des commerces qui réouvrent tout court. Donc, sur l'enjeu de préparer notamment le télétravail, je pense qu'il y a eu un gros loupé et il y a eu des appels à reprendre le travail à partir de septembre de la part de bon nombre de responsables politiques qui finalement auraient mieux fait de se taire et d'organiser, au contraire, un télétravail qui permette de limiter la contamination ou la propagation. Non pas que le télétravail soit la panacée, ça peut même conduire à une souffrance quand c'est mal organisé ou subi. Ou qu'on n'a tout simplement plus une relation sociale, mais ça s'organise. Je pense qu'on a voulu privilégier l'économie sur la santé. À la fin, on se retrouve à pâtir sur les deux aspects. Othmane Nasrou, dès le début du mois de mai, avec la région et au mois de septembre, avec aussi les équipes de la préfecture, on a mis en place des lissages des horaires et une charte de bonnes pratiques. La région est très impliquée dans cet étalement et dans la multiplication des mobilités durables à travers le nombre de rames en plus actuellement. Est-ce que cette crise que nous vivons et ce deuxième reconfinement qui est très mal vécu, il faut le dire, par beaucoup de Franciliens, y compris et surtout nos petites entreprises, est-ce que c'est une façon peut-être d'avoir une autre relation au travail et une autre façon de travailler et de penser les mobilités différemment? Tout d'abord, un grand merci de votre invitation à la région d'abord. Et c'est vrai qu'on a toujours beaucoup de plaisir à travailler avec la CPME. Je tiens à vous remercier aussi de tout ce que nous faisons ensemble, Monsieur le Président, parce que effectivement, vous avez cité cette charte que nous avons voulu proposer aux entreprises pour lisser l'arrivée au travail, qui était une des manières de désengorger les transports pour contrôler l'épidémie. Nous avons encore hier, je crois, vous avez signé avec la présidente de la région une lettre à destination du Premier ministre avec d'autres organisations afin d'attirer l'attention sur les petits commerces qui souffrent beaucoup et sur
lesquels on peut imaginer de manière responsable, de manière intelligente, un certain nombre de dérogations sous l'autorité du préfet et des maires, parce qu'il s'agit aussi, certes, de réinventer le travail, c'est ce dont on va parler désormais, mais aussi de sauver le travail quand on le peut. Or, aujourd'hui, la caste qui est en train de se produire à l'occasion de cette crise sanitaire et de ce double confinement, elle est colossale. Sur le simple secteur de l'hôtellerie et de la restauration, on évalue à près de 30% le nombre de faillites désormais cette année. C'est colossal et ce sont autant d'emplois qui vont être détruits. On en a déjà perdu 122 000 emplois salariés en Ile-de-France jusque-là. Donc, moi, j'entends toutes les utopies, j'entends tous ceux qui veulent voir dans cette crise finalement la promesse de ce qu'ils ont toujours défendu, mais ce que je vois, c'est la réalité concrète de petites entreprises surtout qui souffrent, parce qu'il y a des dispositifs qui existent et il y en a aussi beaucoup qui n'existent pas. Il y a encore des trous dans la raquette. Et nous, régions, nous nous sommes attachés d'abord à nous assurer que personne n'était laissé sur le bord de la route. Et je profite de ma présence ici pour rappeler ce que j'espère tout le monde sait déjà. Vous avez le prêt garanti par l'État, mais vous avez aussi notre fonds résilience, vous avez des prêts rebonds. Et puisqu'on parle de transformation du travail, vous avez aussi des dispositifs de la région qui permettent de réinventer de nouvelles activités. Je pense à tout un tas d'industries, de petites entreprises qui du coup se sont mis à la production de masques, qui ont pu se mettre à la production de gel hydroalcoolique. Nous avons financé une 60aine de projets de ce type-là pour des montants qui vont jusqu'à 800 000 euros. Et je crois qu'il faut qu'on continue à financer la transition vers des industries d'avenir, vers des industries aussi dont on s'est rendu compte que nous avions eu tort de les laisser se délocaliser. Et tout cela, ça suppose une action très pragmatique, très concrète et surtout avec des moyens financiers conséquents qu'on pourra peut-être détailler un peu plus tard. Merci, Monsieur le Vice-président. Gaëtan Rudan, vous êtes directeur régional de la Directe. Moi, on me fait le reproche d'être complaisant avec l'État. C'est parce que souvent, certains oublient que j'ai vécu 2008 et qu'en 2008, j'ai failli perdre mon entreprise, alors que si on avait eu les moyens qu'on a aujourd'hui entre les aides de l'État en matière financière et le chômage partiel, ça aurait été beaucoup plus agréable pour nous et pour beaucoup d'entre nous qui ont dû baisser le rideau en 2008-2009. Donc Gaëtan Rudan, 12 millions et demi, un peu plus d'activités partielles. La région Île-de-France, grand bassin d'emploi, a fait appel beaucoup à l'activité partielle, pas seulement dans l'hôtellerie-restauration, mais dans toutes les activités connexes. Est-ce qu'aujourd'hui, ces demandes sont à nouveau présentes? Est-ce que vous avez les moyens en matériel informatique, puisqu'on avait connu des bugs au début qui ont vite été corrigés face à l'affluence? Il faut pas oublier que le social a été la première réaction des entrepreneurs avant les besoins de financement au mois de mars. Aujourd'hui, c'est plutôt le besoin de financement, puisque au niveau du social, ça a l'air de rouler. Où on en est dans la situation de la région, à la fois sur ces 3-4 derniers mois? Je me joins bien volontiers aux remerciements qui ont été exprimés pour l'organisation de cette séance qui à la fois repose un certain nombre de fondamentaux et nous permet de nous projeter dans quelques réflexions pour l'avenir. Les mois derniers ont été difficiles pour les entreprises et vraiment je veux dire combien l'État est dans un partenariat extrêmement étroit avec la région. Nous avons cherché à faire en sorte que la priorité clairement assumée de santé pour nos concitoyens obère le moins possible la vie économique. Les moyens qui ont été consentis, vous le rappeliez à l'instant, Monsieur le Président, ont été considérables sans aucune commune mesure avec ce qui avait pu être mis en œuvre lors de la crise très très différente de 2008 et aussi sans commune mesure avec ce qui a pu être mis en œuvre dans de très très nombreux autres États. Sans vous abreuver de chiffres, quand même quelques éléments qui nous permettent de réfléchir. On a parlé du prêt garanti par l'État, 125 000 entreprises bénéficiaires, 45 milliards d'euros pour le seul territoire de l'Île-de-France. On a parlé du fonds de solidarité, 1,1 million d'entreprises qui en bénéficient, 1,5 milliard d'euros. Alors évidemment, ça ne crée pas de l'activité et après ça se rembourse, mais pour autant c'est un effort extrêmement considérable. Les allègements et reports de charges pour le seul territoire de l'Île-de-France, 4,5 milliards d'euros. Et le dispositif d'activité partielle a été mobilisé par 350 000 entreprises, c'est-à-dire la totalité des entreprises qui ont un salarié au moins en Île-de-France. Donc je le dis parfois avec une pointe d'humour, mais pendant ces quelques mois, l'État a été le plus gros service de paye des entreprises de France. Cette mobilisation, elle a été considérable à la hauteur des contraintes
que les enjeux sanitaires faisaient porter au fonctionnement des entreprises, et elles demeurent dans les prochaines semaines. Je crois qu'on a dû l'évoquer, mais les conséquences du confinement qui se réinstalle vont amener à une mobilisation à nouveau de 20 milliards d'euros. Pourquoi ? Parce que notre préoccupation est de faire en sorte que l'emploi puisse être préservé, et que notre conviction, c'est que la préservation de l'emploi passe par l'activité des entreprises. Hugo Melchior, vous êtes secrétaire général de la CFDT Île-de-France. L'année dernière, jour pour jour, mois pour mois, on était dans une situation un peu catastrophique aussi, puisqu'on commençait les grèves des transports, les problèmes sur la loi retraite. Aujourd'hui, on est en confinement 2. Plus que jamais, le dialogue social est important. On sait, nous, que l'attention du dialogue social, il est au quotidien dans les TPE-PME. Quelle est la vision de la CFDT dans cette haute façon aussi de penser le travail en Île-de-France, et surtout le travail dans les petites entreprises ? Oui, mais merci Bernard déjà pour l'invitation. À mon tour aussi de me joindre à ces remerciements. D'ailleurs, je pense que c'est un peu la preuve aujourd'hui. Inviter un syndicaliste dans une université de patrons, c'est pas forcément évident au premier abord. Donc moi je suis heureux de pouvoir échanger. On n'est pas d'accord sur tout, je pense, mais en tout cas on a toujours porté cette volonté de dialogue social, et ça a été fait d'ailleurs précisé dans le cadre des travaux qu'on a menés pendant le confinement sous l'égide de l'État et du Conseil régional. Donc ça, c'est clair que ça doit se poursuivre. La période est totalement propice. Le monde du travail, ce n'est pas que des grèves et des conflits. C'est aussi du dialogue, c'est aussi des résultats, aussi bien pour les salariés que pour les employeurs. On l'a vu quand on s'est mis autour de la table sur le protocole, sur les modalités des transports. On est aussi au démarrage d'échanges dans le cadre du suivi du plan de relance, dans lequel il y a sous l'égide de la préfecture les employeurs, les collectivités locales, les syndicalistes. Donc c'est clair que cette crise, ça doit être aussi une opportunité. Nous, on l'a toujours dit à la CFDT, ça doit être une opportunité pour les entreprises, une opportunité pour les salariés. Moi, je vois 3 défis très rapidement. Pour le monde du travail, il y en a très clairement un sur la reconfiguration d'un certain nombre d'activités pour les petites boîtes et pour ses salariés. Reparlons d'économie fonctionnelle, d'économie circulaire, de relocalisation. Sur le territoire, on a vu aussi que les travailleurs, mais aussi les patrons, étaient en demande de proximité. Et ça, c'est aussi le tissu des petites entreprises qui peut le faire, pas que les grosses boîtes. Et puis, 3e élément, ça a été dit, le dialogue social. Il y a des choses qui ont été écrites dans la loi Pacte sur les entreprises à mission. Je suis pas sûr, en tant que syndicaliste CFDT, que ça ne concerne que les grands groupes. Ça peut aussi concerner les petites structures. Et là, il y a peut-être des choses à construire avec les salariés sur les missions et le sens qu'on donne à l'entreprise. Alors, Julien Bayou, vous avez évoqué le télétravail. Il y a quelques semaines, j'ai écrit un article dans la presse qui s'appelait « L'avènement du télétravail dans les TPE-PME », mais on s'aperçoit bien que le télétravail n'est pas forcément la solution. Il y a aussi du mal-d'être en télétravail. Quelles sont vos propositions pour faire en sorte que ce télétravail qui est appelé de nos voeux, qui n'est pas toujours facile, toutes les activités ne sont pas télétravaillables, y compris dans les services, puisse en Île-de-France apporter une autre façon de travailler, gagnant-gagnant pour nos salariés, pour, comment dirais-je, nos petites entreprises et pour aussi les consommateurs. Alors c'est embêtant parce que j'aurais beaucoup aimé rebondir sur rebondir et répondre à ma question quand Monsieur même. Melchior. Donc sur le télétravail, quand je disais défaut d'anticipation, c'était le fait de dire allez, il faut repartir au plus vite au travail. Il me semble que c'est une grande part de responsabilité du gouvernement, mais aussi de la région, d'avoir en gros négligé, en fait fait beaucoup reposer sur l'individu la responsabilité de couper la contamination. Chacun, chacune doit faire sa part. C'est les petits gestes entre guillemets des gestes barrières, de limiter les contacts, bien sûr. Mais simplement, si on dit c'est uniquement le couvre-feu, la sphère individuelle, et qu'on met de côté complètement les aspects entreprise, école, collège, lycée, université et transport, parce qu'on a eu des transports bondés en heure de pointe, vous pouvez pas respecter les gestes barrières et le mètre de distance dans les transports bondés. Donc en fait, il y a eu une sorte d'impensé, un peu de déni, et de faire beaucoup reposer sur la responsabilité individuelle. Là où on aurait pu imaginer qu'en temps de crise, on a demandé beaucoup d'efforts aux employés, et notamment des ordonnances qui permettaient de déplafonner les heures, et peut-être qu'il fallait le faire à ce moment-là.
Simplement, on aurait pu imaginer un renversement de la charge de la preuve, par exemple. Eh bien, quand un salarié demande le télétravail, c'est à l'entreprise de dire oui, ou à défaut d'expliquer que pour raison de service, ça n'est pas possible. Et non pas, vous savez, quand on repose sur des chartes, des bonnes pratiques, il y a celles et ceux qui le font, et puis il y a tous les autres qui passent à travers. C'est pas à vous que je vais apprendre que les chartes n'engagent que les personnes qu'ils souhaitent, et que quand on propose des chartes, c'est qu'en fait on n'assume pas de proposer des options. Oui, mais est-ce qu'on n'a pas décidé le télétravail de manière impérative, même si ça a été annoncé par la ministre, parce que tout simplement, et c'était l'objet de l'échange avec Diego Melchior tout à l'heure, il faut aussi laisser le dialogue social s'instaurer et que les partenaires sociaux puissent avoir une voix. Il n'y en a pas eu, malheureusement. C'est en cours, j'ai cru comprendre, non ? Il serait temps, si vous voulez. En mars-avril, l'ensemble du monde découvrait l'épidémie. Donc, c'est très présomptueux de dire en mars-avril, il aurait fallu Yaka, etc. Après l'été, après avoir eu l'été pour analyser ce qui avait bien fonctionné ou pas bien fonctionné, notamment le Premier ministre lui-même constatait que des mesures plus dures pouvaient être mieux acceptées par des territoires quand c'était échangé avec des élus ou avec les forces syndicales. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas prolongé cette réflexion et appliqué à la prévention de la deuxième vague ? Maintenant, je trouve dommage de ne pas pouvoir embrayer sur la question de la crise, mais je ne voudrais pas prendre trop de temps par rapport à... On aura le temps d'y revenir, ne vous inquiétez pas, sur la question de la crise en elle-même. Othman Astrouz, sur ce problème du télétravail et aussi ce qui est important pour répondre, plutôt pour alimenter le débat, sur les mobilités en Île-de-France, puisque vous le savez sans doute que j'ai demandé il y a une dizaine de jours à la présidente de région de multiplier les mobilités, notamment métro, RER, puisque c'est de sa gouvernance entre 20h et 21h. J'ai vu passer un papier en ce sens, où on est aujourd'hui pour faciliter les mobilités, non seulement à travers les chartes, qui n'engagent souvent ceux qui veulent bien les respecter, mais aussi les cas concrets pour faire en sorte qu'on essaie de, dans une région qui est très atomisée, améliorer le mieux vivre et le mieux travailler. En plus, le sujet est tout à fait lié à celui du télétravail. Si vous me le permettez, je vais répondre aux deux en même temps, puisque nous, région, nous avons essayé d'anticiper aussi toutes ces transformations que cette crise, d'une manière ou d'une autre, nous impose. Sur le télétravail, d'abord, c'est pour nous quelque chose sur lequel nous avons tout simplement mis nos propres agents de la région. Ceux qui se conçoivent bien s'énoncent clairement, et on a commencé par s'appliquer toute une discipline là-dessus. Aujourd'hui, nous avons les 2/3 des agents de la région qui étaient déjà au télétravail avant cette crise, jusqu'à 2 jours par semaine. Pour la première fois dans l'histoire de cette région, nous avons conclu 7 accords sociaux majoritaires. Et donc le dialogue social qui permet de transformer les conditions de travail, il est pour nous une réalité que nous avons d'abord vécue au sein de la région et donc sur lesquelles naturellement nous sommes à l'aise aussi pour parler aujourd'hui et pour espérer que cette transformation, elle se poursuive. Parce que derrière, bien sûr que ça a des implications sur nos modes de transport, évidemment, et la désaturation de nos réseaux de transport, elle est aussi essentielle. Mais encore une fois, ce télétravail, il suppose un vrai dialogue social, pas simplement des slogans ou une culture du rapport de force entre employeurs et salariés, mais vraiment de regarder dans le détail là où on peut le faire. Et là où on peut le faire, c'est un gain pour absolument tout le monde. Nous l'avons fait et dans le même temps, nous avons augmenté la durée de travail des agents de la région. Était en dessous des 35 heures par un accord dérogatoire qui n'était plus légal. Et donc, nous avons fait ce travail-là en même temps. Je voulais le préciser parce qu'encore une fois, nous, du coup, on a pu continuer à fonctionner comme une administration tout à fait normalement malgré le premier confinement et ça a été pour nous une grande chance. De la même manière, le numérique, peut-être qu'on en reparlera, sur lequel nous avions beaucoup investi, nous a permis de continuer. C'est pour ça qu'on a généralisé tout l'investissement numérique dans les lycées notamment, où aujourd'hui chaque lycéen a reçu un matériel numérique adapté. Du coup, sur les transports, la question se pose de la même manière. Il y a un sujet global d'abord. On a une très belle région, mais dans laquelle se déplacer est parfois difficile. Et donc, on manquait d'investissement. On a renforcé considérablement l'investissement dans les transports en commun, 24 milliards d'euros au total, parce qu'il fallait rénover. Vous avez cité un certain nombre d'infrastructures qui étaient devenues très vieillissantes, en particulier dans le réseau de RER, avec des installations qui datent de plus de 70 ans. Ça, c'est d'abord la base. Et on peut effectivement parler de toutes les formes de circulation et de mobilité douce. Si on n'investit pas d'abord pour maintenir le réseau en état et puis pour le renouveler, eh bien tout le reste est un vœu pieux. Et puis par contre, effectivement, nous n'avons pas hésité à investir sur de nouvelles modalités, de nouveaux moyens de transport. Et vous nous avez effectivement sollicité là aussi parce qu'on essaie de calibrer l'offre de transport avec la crise. Ça n'est pas forcément facile. Nous allons voir d'ailleurs cette semaine comment se passe la circulation dans les transports. Je peux vous dire d'ores et déjà qu'on est à peu près 50% de la fréquentation
normale, moyenne, en temps normal. Donc c'est une petite moyenne. On est très loin, on est très au-dessus de ce que nous avions lors du premier confinement. Nous étions plutôt d'ordre de 10% de fréquentation. Aujourd'hui, on est plutôt sur 50% sur la journée de vendredi. Donc on va voir comment les choses évoluent désormais. Et nous essaierons de calibrer cette offre du mieux possible. Mais ça va avec le covoiturage que nous avons financé massivement désormais. Ça va avec évidemment la question du vélo que nous essayons de faire intelligemment avec les élus locaux. On y consacre plusieurs centaines de millions d'euros tous les ans. Et donc tout ce travail-là, naturellement, on va essayer de l'accélérer. Mais là aussi, dans le dialogue et dans une forme de pragmatisme sur ce qu'on peut faire et sur ce qu'on ne peut pas faire, parce que tout cela, ça se finance. Et ça c'est aussi aux contribuables de payer. Il faut qu'on maintienne là aussi des choses raisonnables en matière de pression fiscale. Alors Gaëtan Rudant, la ministre nous demande de télétravailler le maximum possible et on vient d'entendre, mais on le savait également, que tous les services de l'État ne sont pas télétravaillables et que nous en avons pâti paradoxalement par certaines fermetures au premier confinement. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la région, on a fait un bond, y compris dans les entreprises, pour augmenter le télétravail sans qu'il y ait un mal-d'être pour les salariés ? Non, le télétravail est un sujet qui est à la fois un des éléments du débat sur le renforcement de la sécurité sanitaire et également un des éléments de la réflexion qu'il faut que nous ayons sur l'avenir de l'organisation de nos entreprises, sur la place que ces questions d'organisation doivent avoir dans le dialogue social au sein des entreprises. Là aussi, les chiffres sont ce qu'ils sont et ils ont la tête dure. On peut simplement se dire qu'avant, entre la période qui précédait le premier confinement et les quelques jours qui ont précédé le second, on avait plus de 2 fois plus de télétravailleurs qui étaient en situation de télétravail 3 fois plus souvent. Donc une intensité du télétravail qui en moyenne avait été multipliée par 6. Je n'ai pas à juger de savoir si c'est assez, beaucoup ou trop peu. Il n'en reste pas moins que les chiffres ont aussi la tête dure quand on parle de questions sanitaires. Et aujourd'hui, en Île-de-France, c'est une nouvelle contamination à peu près toutes les 10 secondes. Et si ce chiffre-là, il ne doit pas nous impacter dans nos choix collectifs, que ce soit au sein des entreprises, mais aussi dans notre vie privée, eh bien, je ne sais pas ce qui doit nous impacter. Partant de là, oui, il y a une recommandation très très forte de faire en sorte que toutes les activités des entreprises qui sont télétravaillables le soient, non pas comme un oukase, mais parce que c'est un levier essentiel pour limiter les contacts sociaux. Nous n'allons plus prendre un dîner avec des amis, nous n'allons plus nous promener. Et bien, dans notre fonctionnement d'entreprise, au sein des collectifs de travail, nous devons aussi nous astreindre à limiter ces contacts sociaux. Et je pense que c'est vraiment un appel très très fort. Parce que on n'est pas en train de parler d'une punition parce que les choses n'auraient pas été suffisamment assumées par le passé, mais d'un levier qu'il faut qu'on arrive à mobiliser. Le télétravail, c'est aussi un changement d'organisation des entreprises pour l'avenir et qui marquera, puisque c'est le thème aussi de cette table ronde, je pense, une des évolutions importantes que cette crise aura apporté et qu'il faut que nous soyons capables d'anticiper aujourd'hui pour mieux nous projeter demain. Une PME qui aujourd'hui ne commence pas à intégrer, même si on est dans l'urgence du quotidien, cette réflexion sur quelle organisation demain se trouvera en difficulté dans la compétition pour les compétences, se trouvera en difficulté pour l'attractivité vis-à-vis de l'attractivité des talents, se trouvera en difficulté dans le well-being at work et donc dans le dialogue social au sein de l'entreprise, se trouvera dans la difficulté sur les questions de QVT au sein de l'entreprise. Voilà, donc je pense que fondamentalement, c'est un des enjeux que cette crise doit nous amener à saisir dans le cadre du dialogue social au sein des entreprises et des territoires. Merci. Alors, on a quelques questions des internautes. Nous avons plusieurs questions justement sur le télétravail qui, pour le moment, dans le chat fait et dans les séries de questions, focalise l'attention de nos participants, avec plusieurs réactions sur les difficultés, les questions que cela pose en termes de maintien du collectif de travail, de réorganisation de l'entreprise, de contrôle, de sens de l'autonomie.
toutes ces questions-là, c'est des questions qu'on peut verser au débat. Il y a notamment dans les réactions, je cite Michel, Eric, Isabelle Lajeunie, qui est présidente du 92, qui nous pose plusieurs questions aussi. Il y a une réaction sur le fait que certains décrivent le télétravail comme l'Eldorado absolu, et que c'est peut-être vrai pour certains, pour des salariés qui ont découvert la province et qui ont fait le choix du télétravailler ailleurs qu'en Île-de-France. Mais on a aussi des cas qui peuvent remonter dans des entreprises de salariés qui refusent et qui ne veulent pas du télétravail, même si leur activité est télétravaillable, qui se sentent mal et en isolement professionnel en situation de télétravail, avec parfois des cas d'addiction et des problèmes de mal-être psychologique dans la situation de télétravail. Donc je pense que c'est une question qui peut amener des réactions politiques, aussi bien peut-être que de l'inspection du travail sur l'inspection qui accompagne les entreprises, il ne faut pas l'oublier, qui ne fait pas que contrôler. Diego, pour la CFDT. Oui, je vais donner le point de vue de la CFDT. Alors bien sûr, il y a une négociation, je crois que ça a été dit en cours au niveau national. Juste quand même rappeler que le télétravail n'est pas un sujet nouveau. C'est quand même une directive européenne de 2003, une négociation aussi qui avait été faite au niveau de l'Europe. Donc là, la particularité, mais je vais pas répéter ce qu'a dit Monsieur Rudan, c'est que c'est le sanitaire qui a fait qu'on a incité les entreprises à massivement recourir à ce dispositif, qui est une organisation du travail. La CFDT l'a toujours dit. Sur toutes les remarques qui ont été faites et les questionnements qui sont sûrement légitimes, là n'est pas la question. Simplement, ce qu'il faut bien regarder aussi, c'est que le télétravail, c'est, comme je l'ai dit, une organisation du travail. Elle doit aussi se calquer au secteur d'activité. Et donc, dans certains cas, elle s'y prête tout à fait. Dans d'autres, c'est des aménagements à prévoir. Ça doit passer par le dialogue social. Ça doit être encadré. C'est pour ça aussi qu'il y a la négo en cours nationale. Nous, on avait même dit au niveau de la région Île-de-France, la CFDT, qu'on pouvait faire des négociations territoriales, parce que la réalité d'un bassin d'emploi et d'un bassin de travail n'est pas le même qu'on soit dans tel ou tel département, dans telle ou telle région au travail. D'où la question du lissage des horaires qui était liée. Donc on a les phénomènes qui ont été décrits, je l'ai entendu. Simplement, encore une fois, le télétravail, ce que nous on dit côté CFDT, c'est que ça permet tout à fait de répondre à la question sanitaire, sauf que ça doit être encadré quand ce sera un système qui sera pérennisé, et qui le sera notamment dans un certain nombre de secteurs d'activité, parce qu'on ne reviendra pas en arrière sur cette question de télétravail. Et puis dernier point, il faut aussi accompagner. Il y a quand même des vraies questions qui se posent sur l'équipement de ces travailleurs qui sont chez eux. Quid des TMS, parce qu'après tout, si c'est pour être debout dans sa cuisine, ça fonctionne pas. On n'a pas le même chaise ergonomique qu'on peut avoir dans le bureau. Et puis, qu'on soit une petite ou une grosse entreprise, aujourd'hui, on a quand même des aides, y compris par rapport à ça. La question du collectif de travail, elle est vraiment présente. Les outils technologiques aident, mais ne résolvent pas tout. Donc là aussi, nous, on est vigilants à la CFDT pour que le collectif de travail ne soit pas complètement détricoté. Donc il faudra bien faire le distinguo, et je m'arrête là, entre l'urgence qui est quand même, et ça a été dit, et nous, on s'associe totalement, des mesures assez drastiques pour éviter qu'il y ait des déplacements et des contaminations, et après la pérennisation d'organisation du travail à distance. Gaëtan Rudan, vous êtes en première ligne, le télétravail dans les TPE, PME, mais aussi parfois les fraudes au télétravail. Je sais qu'on en a beaucoup parlé à un moment, peut-être exagéré, parce que nos entrepreneurs ont pas mal d'autres soucis que de frauder aujourd'hui, même si je sais que ça fait la une des médias, c'est toujours bien de flageller les TPE, PME, mais est-ce qu'on n'est pas dans une autre vision aujourd'hui, d'une autre façon de penser l'entreprise, tout en respectant le dialogue social qui est quand même privilégié dans les TPE, PME? Mais je rejoins vraiment cette idée que le dialogue social, quelle que soit la forme qu'il prend, adapté à l'entreprise, évidemment, on ne conduit pas du dialogue social dans un grand groupe comme dans une entreprise de restauration qui a quelques salariés, mais la place du dialogue social est centrale dans ces choix de fonctionnement de l'entreprise qui doivent être pensés. On ne décrète pas le télétravail sans en penser les conséquences. La mise en place du télétravail de façon aussi massive et même un peu brutale va réinventer un certain nombre d'approches dans les entreprises, mais aussi du point de vue des salariés. Il faut le mesurer. Les salariés ont une
relation au travail qui se réinvente dans cette situation, avec parfois des difficultés qui sont rencontrées, qui sont exprimées. Dans nos services de renseignement en droit du travail, on a des appels qui nous disent mais est-ce que mon employeur a le droit de m'imposer d'être en télétravail parce que ça ne fonctionne pas pour moi, parce que j'habite dans un espace trop petit. On a aussi des questions qui à l'inverse nous disent mais est-ce que mon employeur a le droit de m'interdire d'être en télétravail. Donc on voit bien que ça change la relation du salarié à son travail, comme ça change l'organisation de l'entreprise. Alors je sais que le sujet des fraudes est toujours extrêmement vendeur. Dans tout dispositif, il y a des personnes qui essaient d'en profiter. Je pense qu'au cas d'espèce, la fraude à l'activité partielle, puisque c'est ça que vous évitez par le télétravail, n'aura pas été l'enjeu. L'enjeu aura été de faire en sorte que cette mobilisation extrêmement massive, je le rappelle, 6 milliards d'euros pour l'Île-de-France, 300 000 entreprises bénéficiaires en quelques semaines, cet effort très très massif arrive dans les caisses des entreprises au moment où elles avaient besoin de payer les salaires des salariés. C'est ça la discussion que nous avions avec les experts comptables au moment des premiers paiements. C'est faites en sorte que la trésorerie soit là et que les choses se passent bien. Donc oui, il y a pu y avoir ici ou là, comme toujours, des situations de fraude. Oui, il y a des contrôles, ils sont normaux. Oui, il y aura des sanctions. C'est inévitable, mais c'est vraiment de très loin pas le cœur de notre sujet. Merci Julien Bayou. On voit bien qu'on est non pas dans un monde d'après, parce que ce monde d'après, c'était l'après les gilets jaunes, après les grèves des transports, après le confinement 1, le confinement 2, ce sera toujours l'après. Quels sont pour vous peut-être les 3 axes ou les 3 problématiques de ce qu'on a appris, et peut-être de se projeter aussi dans une campagne, puisque je sais que vous l'avez annoncé, que vous serez tête de liste Écologie Les Verts et plus largement pour les régionales. La question que je posais tout à l'heure à Alexandra Dublanche, quels sont pour vous les 3-4 piliers d'une autre façon de penser l'entreprise dans la région et aussi le travail et le social dans la région? Merci pour cette question. En fait, j'ai envie de rebondir à la fois sur ce que vous disiez, Diego Melchior de la CFDT, et ce que vous disiez en représentant Bernard Cohen-Haddad, les PME. Il y avait la notion de tirer les leçons de la crise, que tout reparte pas comme avant. Je pense que le pire serait de dire, écoutez, c'est qu'une crise, et puis demain ça ira mieux. Je crois, Othman Nasrou, que oui, on doit écouter les personnes qui alertaient sur la vulnérabilité et les impasses de notre modèle. Et vous mentionniez la question du vivre mieux. Et ça doit être un tabou. C'est aussi la question du sens de nos activités, du travail. Et donc, on peut faire le constat d'abord que cette crise, c'est pas qu'une crise sanitaire qui nous vient dessus par hasard. Elle procède réellement de la prédation à l'égard du vivant, de la destruction des habitats protégés, de la déforestation, de l'urbanisation. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui nous alerte, y compris en disant que les prochaines pandémies pourraient être pires. Ça provient aussi de notre modèle de développement où on fait reposer beaucoup sur la mondialisation, les échanges. Je prends comme exemple, j'ai rencontré récemment les professionnels du tourisme et ils nous disent, en fait, donc tourisme de masse, mondialisé, qui dépend beaucoup de personnes qui viennent de très loin. Ils nous disent, en fait, quand on regarde dans le rétroviseur, sur les 8 dernières années, c'est 7 années de crise. Donc, à quel moment on se dit qu'il y a un problème de modèle et non pas uniquement d'un choc extérieur, vous voyez? Donc, on doit tirer les leçons. C'est Bruno Latour qui dit, si on repart comme avant, alors on aura gâché cette crise. Et moi, je crois, comme la CFDT, qu'il faut, au contraire, s'en saisir comme une opportunité de repenser notre modèle. Et là-dessus, les écologistes et les PME sont les meilleurs alliés du monde. On a les mêmes intérêts. Nous voulons relocaliser, nous voulons des circuits courts, nous voulons une intensivité en emploi, nous voulons des emplois qui ont du sens. La transition écolo, c'est estimé à 200 000 emplois rien que sur l'Île-de-France, et c'est Ernst & Young. C'est pas l'ONG activiste du coin, c'est Ernst & Young qui l'envisage, sur la rénovation thermique, sur les transports bien sûr, sur toutes les questions de développement des énergies renouvelables, de écomobilité, le vélo, l'agriculture bio. Bref, tout ça à construire, et c'est pas avec les grands groupes, c'est avec les PME. Et ça passe par un réel Small Business Act. On a eu beaucoup de communication sur le sujet, mais dans les faits, il n'y a pas de préférence, et on doit assumer de privilégier. Quand on choisit pas, ce sont les gros qui en profitent. Le CICE, c'est ça. Vous ne choisissez pas, et du coup, ce sont les gros qui en profitent. Nous assumons de vouloir privilégier les petits, entre guillemets, par la commande publique, par les circuits courts.
ça doit aussi se décliner sur des questions de formation, utiliser les filières et tous les leviers de la région, et non pas des stages, mais de l'alternance ou des apprentissages qui sont plus protecteurs pour les personnes qui arrivent sur le marché du travail. Il faut adapter l'apprentissage à l'activité économique, pas se contenter des rentrées en septembre. Enfin, je vous apprends rien là-dessus. Et puis ensuite mettre la région au service de cette réorientation, relocalisation. Je sais que dans la campagne des municipales, vous aviez proposé des transports nocturnes supplémentaires. On a beaucoup de salariés en horaire décalé qui ont une vie impossible parce qu'ils peuvent pas se loger et les transports sont pas adaptés. Ça, c'est des choses que la région peut mettre en place très concrètement demain pour appuyer les PME. Mais soyons francs, ça sera assorti de conditions. C'est-à-dire que on doit assumer de mettre les pouvoirs publics au service. Ça veut dire quoi, excusez-moi, Julien, assorti des conditions, c'est-à-dire Eh bien, là aujourd'hui, je pense qu'il y a un enjeu de plan d'urgence des PME que les écologistes vont proposer en novembre. J'espère que la situation fera que, au-delà des contingences partisanes, on peut se retrouver sur ce plan d'urgence en novembre. À la région, je veux dire, c'est dès maintenant, il ne s'agit pas d'attendre la campagne. Nous disons, il faut des conditions. Il faut des conditions sociales et environnementales aux aides octroyées aux entreprises. Tirons les leçons de ce qui n'a pas fonctionné, le CICE ou les aides, soi-disant, on appelait ça la Smart Région, qui était en fait une mise en concurrence des territoires entre eux. Non, nous devons choisir de répondre aux enjeux de la région, la lutte contre les inégalités territoriales, l'émancipation, l'égalité, donc l'accès à l'emploi, et puis on crée les principes de l'écologie dans notre économie. Othman Nasrou, c'est quelques petites banderies là, si je puis me permettre, de manière élégante que Julien Bayou met, comment dirais-je, dans le bilan de votre bilan. Est-ce que vous pouvez peut-être aller plus loin en nous disant également les projets en matière de mobilité durable et de transport en commun, mais aussi la capacité peut-être de multiplier le coworking, puisque je sais que la région a fait beaucoup, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, pour que l'ensemble de ses personnels puissent télétravailler, mais que ça puisse aussi, dans le cadre de ce fameux Small Business Act que nous demandons tous, avoir des répercussions non seulement sur les grands chantiers franciliens, pas uniquement les Jeux Olympiques, mais aussi tous ceux de transport. Oui, je constate que M. Bayou est en campagne, même en temps de crise. Pour ma part, je vais plutôt revenir sur l'action réelle de la région, parce que quand j'entends qu'il ne faut pas continuer comme avant, ce n'est peut-être pas non plus une raison pour revenir en arrière. Et en l'occurrence, sur tous les sujets que nous évoquons à l'instant, moi, je ne peux pas entendre que cette crise valide toutes les théories de ceux qui défendent la décroissance ou qui défendent une conception de l'écologie qui, en tout cas, n'est pas la mienne et que je considère comme punitive. Je crois que, au contraire, on a vu durant cette crise que la détestation du privé ne menait à rien et que les entreprises sont aussi des partenaires indispensables pour la vie économique. Il fallait qu'on accepte que le tout public ne règle pas toujours tout et que les entreprises, et en particulier les petites entreprises, c'est vrai, ont toute leur place. Et tout ce que nous faisons à la région depuis maintenant quelques années, c'est de créer l'écosystème le plus favorable pour le développement de ces entreprises. Pour que cette transition-là, que chacun appelle de ses voeux, on peut qu'être d'accord avec tous ces vœux pieux quand on parle de transition écologique ou de choses de cet ordre, mais la question c'est comment on fait. Et nous considérons qu'effectivement, nous ne sommes pas là pour punir les entreprises qui n'ont pas d'autre choix, punir tous les franciliens aussi qui n'ont pas parfois d'autre choix que de prendre leur voiture. Et on est des pragmatiques. Je le redis parce que quand on parle des transports, ça suppose aussi d'avoir de la sécurité dans les transports. Je dis à M. Bayou qui s'est toujours opposé à la vidéoprotection dans les transports. Je prends ces exemples parce que c'est la réalité concrète. Nous n'aurons pas des transports en commun efficaces s'ils ne sont pas sécurisés. De la même manière, on parle de transition. Si vous ne soutenez pas massivement le numérique, nous n'arriverons à rien. Nous allons enfin en 2021 réussir à avoir le très haut débit partout en Île-de-France, sauf en Seine-et-Marne, où il faudra attendre 2023 parce que le retard était considérable. On a sur tous ces sujets-là, encore une fois, on ne peut pas s'opposer à ce que on veut par ailleurs diffuser. Il y a un moment où il faut un minimum de cohérence. Et donc sur la question des mobilités en particulier, je l'ai dit, il faut qu'on accepte d'investir massivement. Nous sommes en train de renouveler la totalité de nos rames. Et c'est vrai que là-dessus aussi, il va falloir qu'on continue à le faire avec des montants, des investissements qui sont réels et qu'on aille chercher l'argent là où il est. Et moi, je ne le considère pas dans la poche des entreprises qui ont besoin de conserver leur marge
en particulier dans la période que l'on connaît, mais aussi dans nos propres dépenses. Et la région avait jusque-là beaucoup d'économies à faire. Nous sommes allés chercher cet argent au total, près de 2 milliards d'euros d'économies, pour le réinvestir sur cette transition que nous appelons tous de nos voeux, mais encore une fois dans des termes très concrets. Vous parlez de télétravail, vous l'avez dit à l'instant, j'ai cité ce que nous faisions en interne à la région, mais nous aurons financé à la fin de cette mandature près de 300 tiers-lieux différents pour permettre effectivement à des gens de venir télétravailler, parce qu'on ne peut pas toujours télétravailler à domicile. C'était cité à l'instant. On a parfois besoin de lieux à proximité de domicile où on peut faire du coworking ou du télétravail, c'est selon. Et là-dessus, il faut qu'il y ait des investissements publics pour permettre cette transition. Quand on parle là aussi des commerçants qui souffrent beaucoup, eh bien, moi, je suis heureux de pouvoir mentionner chez vous, pour que tout le monde le sache, que nous avons ce chèque numérique qui permet à tous les commerçants de s'inscrire sur les places de marché sur Internet, de faire du click and collect. Et nous en avons 1200 aujourd'hui qui sont déjà distribués. Et vraiment là-dessus aussi, je le redis, il y a des dispositifs qui sont à la disposition des entreprises pour faire cette transition, mais pour la faire de manière intelligente, pour ne pas la faire simplement dans les slogans et dans les lectures idéologiques de l'économie de marché. Nous, on n'est pas là pour s'opposer à l'économie de marché, on est là pour faire en sorte qu'au contraire, que ça profite au plus grand nombre, mais encore une fois, avec des entreprises qui se développent. Et nous n'avons jamais eu honte d'aider les entreprises, nous n'avons jamais eu peur de financer des entreprises. Et je crois qu'aujourd'hui, cette idée que le public et le privé vont ensemble, eh bien, c'est peut-être la conclusion la plus importante qu'on peut tirer de cette crise. Gaëtan Rudan, il y a tout juste un an, la CPME Paris-Île-de-France et l'IFOP sortaient une enquête qui disait que plus de 76% des Franciliens regrettaient d'avoir plus de 45 minutes de trajet pour aller travailler. Et que ça avait forcément une conséquence sur leur implication et la volonté aussi de peut-être de quitter la région, mais qu'ils restaient attachés à la région parce que c'était une zone de culture, de qualité des écoles, etc., etc. Est-ce que la révolution entre guillemets du travail en Île-de-France, à laquelle nous ne couperons pas, va pour vous, je parle de l'administration de l'État, avoir des conséquences sur l'embauche? Je pense particulièrement aussi à l'embauche des jeunes, qui sont, vous le savez, une de nos préoccupations à la CPME Paris-Île-de-France. On a travaillé ensemble sur le plan 1000 jeunes du préfet, qui est prolongé, sur l'alternance, sur l'apprentissage. Est-ce que aussi sur le travail des femmes seules ou isolées, est-ce que et le développement des QPV, où on a, il faut le reconnaître, puisqu'on est entre nous, c'est-à-dire avec près de 450 chatteurs, de la radicalisation dans certains quartiers, est-ce que cette révolution du travail va amener plus de personnes et peut-être aussi plus de compétences nouvelles? Je crois qu'on est dans ce moment où on transforme une crise en obstacle qu'on a surmonté ou en opportunité qu'on a saisi. Et effectivement, on a besoin de dépasser ces questions traditionnelles de l'organisation du travail. Et demain, les changements pour les entreprises qui arriveront à s'en saisir, les changements qui s'offrent à elles en termes de mobilité, de travail à distance organisé, de dialogue, de well-being at work, ce que j'évoquais à l'instant, seront des opportunités pour attirer de manière plus durable des compétences dont on doit bien constater que depuis quelques dizaines d'années, elles ont parfois tendance à être attirées par des terres qui ont peut-être un potentiel éducatif moins important, mais qui offrent des qualités de vie différentes. Donc oui, je crois fondamentalement que c'est une opportunité pour que la responsabilité sociale et environnementale des entreprises s'exprime différemment, parce qu'elle s'est exprimée de manière tout à fait forte dans cette crise. Les entreprises sont traditionnellement les garantes de la sécurité de leurs salariés. Là, elles auront contribué à une sécurité collective par les efforts qui leur ont été demandés, auxquels elles ont consenti en termes d'organisation. Et d'ailleurs, ça me permet de lancer un appel que vous suscitiez à peine dans votre introduction. Dans cette période, nous avons un autre enjeu à partager, un enjeu de société, à faire en sorte que bien les jeunes qui 750 000 se retrouvent sur le marché du travail en cette période ne soient pas les perdants de cette crise, et que à cette situation sanitaire très difficile, à cette situation économique
complexe et un très fort enjeu qui est devant nous ne s'ajoute pas un enjeu de société parce qu'on n'aurait pas traité correctement nos jeunes. Et je lance au passage un appel aux entreprises qui nous écoutent. L'État a mis en place 2 dispositifs d'accompagnement à l'embauche, l'accompagnement à l'embauche des alternants avec une prime de 5 000 ou 8 000 euros selon que les alternants apprentis sont mineurs ou majeurs, une prime plus générale à l'embauche des jeunes. Et vraiment, nous avons besoin que toutes les entreprises se saisissent de cette opportunité. C'est une façon pour elles d'attirer les talents dont elles auront besoin demain. Les dispositifs ont été conçus pour être souples, y compris accessibles sur des contrats relativement courts qui permettent l'entrée dans le marché du travail, qui permettent ensuite d'évoluer vers ce qu'on souhaite tous, des contrats longs, des contrats à durée indéterminée. Mais ces dispositifs sont très ambitieux, fortement dotés, 7 milliards d'euros, et vraiment nous souhaitons ardemment que les entreprises s'en saisissent. Diego Melchior, dans le rapport que j'ai rendu au nom du Césaire Île-de-France, auquel la CFDT a participé activement sur les jeunesses franciliennes, on s'est bien aperçu que les jeunes étaient exclus, et les jeunesses qui sont diverses, parce qu'en sortant d'HEC ou d'une université ou tout simplement d'une formation ou d'un QPV, on n'a pas la même perception au travail, pas la même perception au droit, pas la même perception à la santé. Ils sont exclus de tout. Est-ce que c'est le moment peut-être de leur dire que à travers les formations, à travers l'accompagnement, à travers le rôle de la région, il y a aussi dans les TPE-PME une opportunité, ce que nous défendons, et surtout de le faire ensemble, parce que il n'y a pas de génération malchance avec la Covid. Oui, complètement. Je rajouterai un élément du diagnostic que tu as fait, c'est aussi que tous ces jeunes, notamment ceux qui viennent des quartiers prioritaires de la ville, des banlieues comme on dit, n'ont pas de réseau. Et que s'il y a des choses qu'il faut leur donner, c'est un réseau. Nous, on fait un forum de l'emploi, alors il sera sûrement annulé à cause du Covid le 2 décembre prochain, en partenariat avec les pouvoirs publics et un certain nombre d'entreprises. On est passé par les délégués syndicaux qui participent au dialogue social dans un certain nombre de grandes entreprises essentiellement, mais il y a aussi des CFA qui trouvent du coup des apprentis pour les petites boîtes. Et donc ça fonctionne bien. L'objectif, c'est de donner un réseau à ceux qui en ont pas. Donc oui à la formation, oui à l'accompagnement, oui au plan jeune qui a été mis en place, mais aussi construire des logiques de réseau, des logiques de partenariat dans les quartiers avec les collectivités locales. Donc nous, si on peut travailler ensemble, CPME et autres organisations patronales sur ce sujet précis, comme ça a été fait dans le cadre du Césaire, tout à fait ouvert, bien sûr. Julien Bayou, on l'a évoqué, il y a beaucoup de fronde, d'incompréhension, de mal-être aujourd'hui, surtout dans notre région. On est dans une région brillante, une région capitale, mais nos petites entreprises sont esseulées, nos indépendants vivent mal cette incompréhension, ce discours en double langage où on nous dit qu'en face c'est possible et pour nous ça ne l'est pas. Est-ce que y compris, alors je parle aux Verts là, est-ce qu'on n'a pas trop tendance à opposer les Verts et le monde de l'entreprise et surtout de la petite entreprise? C'est un enjeu pour vous de rompre aussi cette image. Oui, merci, mais c'est vraiment qu'une image parce que moi j'ai été successivement délégué du personnel dans une petite association, puis directement gérant d'une petite coopérative. Personne, je crois, hormis peut-être les vieilles, mais c'est déjà du recyclage. Les vieux poncifs qu'on peut avoir sur notre droite, mais c'est déjà du recyclage, donc c'est pas mal. Mais personne n'imagine que on oppose économie et écologie, en fait. D'ailleurs, chez les écolos, on a une vieille image qui dit il n'y a pas d'économie sur une planète morte. De la même manière qu'on peut pas opposer économie et santé, puisque je le redis, à choisir l'un au détriment de l'autre, on se retrouve à perdre sur les deux. Non, au contraire, il y a une force d'entraînement et même d'innovation dans la transition écolo qui doit bénéficier au territoire et aux PME. Encore une fois, tout cet aspect de l'Île-de-France est particulièrement vulnérable parce qu'on l'a fait reposer sur un modèle de l'attractivité et de la mise en concurrence des territoires. À rivaliser avec Londres, en fait, qu'est-ce qui gagne la PME du coin ou les personnes qui cherchent un emploi? À la fin, vous l'avez mentionné, vous avez 70% des cadres qui rêveraient de quitter l'Île-de-France si moyen leur a été donné. Bonjour l'attractivité. Et vous avez plus de la moitié de la population. Et c'était 45
43% avant le confinement. Donc en fait, la région est attractive pour des investisseurs étrangers qui aujourd'hui ne viennent plus, mais elle devient invivable pour ses propres habitants et habitantes. Donc il y a un enjeu de vivre mieux, ça ne doit pas être tabou, et l'activité retrouver du sens, permettre de rémunérer décemment et de prendre le virage de la transition écolo. Et là-dedans, il y a un aspect d'innovation qui repose beaucoup sur les PME, qui d'ailleurs, elles, payent leurs impôts, au contraire de grandes multinationales qui sont à des taux d'imposition beaucoup plus bas en moyenne quand elles ne font pas carrément de l'évasion fiscale. Donc quand je dis les écologistes et les PME sont les meilleurs alliés du monde, des alliés objectifs, c'est sincère. On peut réussir cette transition écolo, mettre l'Île-de-France sur les rails de la relocalisation, de la résilience. Ça ne se fera pas qu'en le décidant à Saint-Ouen depuis le bureau du président et de la présidente de région. C'est en lien avec les partenaires économiques, le Césaire évidemment, mais pourquoi pas un conseil des entrepreneurs, des PME, plutôt que uniquement les grands groupes qui parlent à l'oreille du président ou de la présidente. Et moi j'ai un point de vigilance extrêmement important, qui est peut-être en lien avec l'accès à l'emploi et à l'entrepreneuriat des plus jeunes. C'est qu'on a un nombre considérable d'entrepreneurs qui vont céder ou transmettre, ou malheureusement ne pas transmettre parce qu'ils arrivent à la retraite. C'est valable pour les agriculteurs, c'est valable pour des commerces, vous parlez des commerces de chaussures, c'est valable pour un bon nombre de toutes petites industries et de PME. Et là, il y a un enjeu de pouvoir public pour pouvoir mettre le pied à l'étrier et accompagner. On sait que les premiers pas sont extrêmement coûteux et difficiles. Il fut un temps où je présidais le Centre francilien d'innovation, que la majorité actuelle a fermé. On soutenait l'innovation sociale et environnementale. On mettait en particulier les belles histoires de l'innovation, de l'entrepreneuriat. Ça peut paraître anodin, mais ça donne aussi des idées, des envies. Et je crois que revaloriser l'entrepreneuriat, notamment dans l'innovation et la transition écolo, c'est aussi une manière de dire à cette jeunesse, trouvez votre place. Ça ne sera pas forcément l'emploi sur 40 ans, CDI, les carrières longues que nos parents ont connues, mais inventez aussi votre voie, et la région, les pouvoirs publics sont là aussi pour vous mettre le pied à l'étrier. Merci Othman Nasrou. Pour conclure cette table ronde très nourrie, j'espère que nous pourrons nous retrouver avec du public, même si celui qui est là est de qualité à travers le web et parmi nous. On s'est rencontrés, Othman Nasrou, il y a une quinzaine de jours à propos de la stratégie d'économie circulaire de la région. Et on voit bien qu'il y a un enjeu pour nos TPE, PME, il y a un enjeu de formation, le faire en sorte qu'on n'achète pas et on jette, qu'on puisse retravailler, qu'on puisse réutiliser. C'est aussi un enjeu sociétal, c'est revenir à du bon sens. C'est aussi une capacité de fournir de l'emploi des jeunes. Et puis c'est peut-être une façon de répondre à l'écologie punitive que vous évoquiez tout à l'heure. Quels sont pour vous dans le cadre de cette campagne qui commence, mais aussi d'un bilan qu'il faut valoriser, mais qui doit aussi répondre aux attentes du terrain, les 2-3 grands chantiers en matière sociale et de main tendue aux entreprises en Île-de-France? Je crois que quand on aime les entreprises, il ne faut pas se contenter de les aimer quand on vient leur parler, mais il faut les aimer dans la réalité des décisions qu'on prend au quotidien. Et toute notre action, encore une fois, a été de flécher des aides sur ceux qui en avaient besoin, mais là aussi sans tabou et sans considérer qu'une entreprise c'était forcément quelque chose parce que c'était privé qui était là pour prendre l'argent au public pour en faire un intérêt purement privé. Je crois que ça c'est un clivage qu'on a entre nous, quoi qu'on dise aujourd'hui, qu'on a constaté sur tout un tas de dispositifs d'aide qui n'ont pas été votés par une partie de l'opposition, et je le regrette parce que quand on aide des entreprises, encore une fois, on aide l'emploi derrière, on n'aide pas forcément des actionnaires, toute cette mystification qu'on a, alors que le tissu aujourd'hui des PME, des TPE d'Île-de-France, il est très loin de cet imaginaire-là que certains veulent nourrir à travers une vieille lutte des classes qui n'a plus de raison d'être. La réalité derrière tout ça, puisque vous me parlez de la question des jeunes et de la formation en particulier, et je le dis parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup à titre personnel. Je suis moi-même élu d'une ville qui compte sur un certain nombre de quartiers jusqu'à 50% de chômage des jeunes. Il est évident que cette crise n'arrange rien. On a 700 000 jeunes qui vont arriver sur le marché du travail, qui arrivent là sur le marché du travail et qui, évidemment, dans un marché du travail qui est complètement bloqué aujourd'hui.
tout notre travail était déjà de recréer ce qui n'existait pas, des bassins d'emploi cohérents, parce qu'on avait une offre de formation qui ne correspondait pas forcément à la demande des entreprises. Et pour cause, on n'aime pas les entreprises, donc forcément on ne leur demande pas ce dont elles ont besoin, puisque ce sont des gens qui exploitent. En tout cas, ce qu'on nous avait beaucoup expliqué sur ma gauche, mais en l'occurrence, désormais, nous, on est des pragmatiques. Là où il y a de l'emploi non pourvu, on flèche la formation. Et aujourd'hui, nous dotons de 1 000 € supplémentaires tous les dispositifs qui vont vers ces filières non pourvues. Nous avons encore en Ile-de-France 100 000 emplois non pourvus. Je cite un exemple, des gens qui posent des câbles de fibre optique. Ça a l'air idiot comme ça, mais en l'occurrence, il y a encore des emplois. Avant cette crise, il y en avait un certain nombre encore à aller chercher. Et donc, il a fallu qu'on refasse 25 bassins d'emploi cohérents, qu'on reflèche l'offre de formation avec des dispositifs incitatifs en matière d'aide vers là où il y a de la demande et évidemment en particulier pour nos jeunes qui étaient particulièrement exclus de cette formation. Merci en tous les cas à vous tous. Une pensée particulière à Béatrice de la Valette qui doit nous suivre via le web. Merci Gaëtan Rudan, merci Othman Nasrou, merci Julien Bayou, merci Diego Melchior. Avant de donner la parole à Éric Lacourège et François Asselin pour la clôture de cette belle université, dans une forme un peu particulière, une pensée aussi à mon ami Pierre Cuchely, avec lequel nous avons cofondé il y a 4 ans cette président de la CCI du 95, vice-président CPME national, cette université et dont je me réjouis qu'elle vive malgré comment dirais-je la situation, et puis aussi parce qu'il ne faut pas être avare de ceux qui vous ont aidés. Un grand merci aux équipes régionales de la Banque de France d'Île-de-France, Jean-Pascal Prevet et François Savary et toutes celles de la Banque de France ici, parce que il a fallu faire beaucoup d'efforts pour maintenir un peu de présentiel. Nous y tenions. Je crois que c'est important aussi, en respectant, comme nous le disions les uns les autres, les circulations, comme on le fait dans nos entreprises, y compris les gestes barrières et le port du masque que nous allons reporter dès que nous vous quitterons. Un peu d'humanité, un peu de chaleur, nous en avons besoin, nous les entreprises, et puis je ne doute pas que François Asselin le rappellera tout à l'heure, nous espérons que le 13 novembre sera pour nous les petites entreprises une façon de voir le monde d'une autre façon, y compris en Île-de-France. Merci de nous avoir suivis et restez jusqu'au discours de clôture. Vous verrez, ils sont de qualité, il suffit d'en connaître les intervenants. Merci à tous.